Les amis, ça fait un an, ça faisait un an qu'on n'avait pas vu DS9 et bien évidemment, à un moment donné, il faut y revenir. Ça y est, enfin on peut l'essayer. La belle est ici, en notre présence et du coup, ce que je vais vous proposer de faire, c'est après un an sans avoir vu la voiture, évidemment, il faut qu'on se pose quelques questions sur le design parce que, mine de rien, il s'est passé des choses dans le monde automobile et du coup, la question, c'est de savoir si DS9 est encore pertinente en termes de style aujourd'hui, en avril 2021. Revenons quelques instants sur le design parce que ça reste une belle berline à mon sens. Vraiment, DS a réussi quelque chose et honnêtement, si ce n'est peut-être la face avant qui mériterait déjà peut-être un petit facelift, je trouve que c'est assez caractériel. La question qui va se poser par exemple, c'est qu'est-ce que vous pensez du sabre sur le capot qui, d'après eux, permet de l'allonger. Honnêtement, sur ça, j'ai pas de problème. C'est un parti pris, tu l'acceptes ou non, mais ça donne une véritable identité à DS9 qui permet de la reconnaître tout de suite. Après, peut-être que la face avant est un petit peu trop caricatural, un petit peu avec un faciès très marqué. Certains apprécieront, d'autres non. J'ai même l'impression peut-être que la calandre mériterait un motif un peu plus simpliste, un peu plus classieux peut-être, parce que ça fait très plastique de base, noir glossy. Certains apprécieront ou non. Signature lumineuse, je trouve que c'est pas si mal fait. Et peut-être aussi qu'en partie basse, ça mériterait un peu plus de caractère, particulièrement sur la version Performance Line que je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais honnêtement, c'est une voiture qui a une personnalité et déjà ça c'est un bon point. Sur le profil, c'est là où véritablement j'apprécie la voiture parce qu'effectivement tu as un grand empattement, tu as une grande berline et je trouve qu'elle a un profil relativement fluide, c'est assez simple. Si on parle des jantes, on est sur du 19 pouces sur notre version E-Tense 225 et c'est vrai que ça fait peut-être un peu petit. On a un grand empattement donc on sent bien qu'il y a un effet petite jante, surtout que les pneus sont assez épais et du coup il faut au moins la version 20 pouces pour venir poser un peu plus la voiture. Surtout que, comme on le verra tout à l'heure sur la version 360 chevaux, véritablement, vu que la voiture est plus basse, ça donne quelque chose. Après, tu peux voir que la carrosserie est travaillée de manière très légère, mais assez bien élancée. Pareil, côté vitrage, c'est fin, c'est bien fait, surtout avec le contour du chrome. Vraiment, on sent qu'on est sur une berline qui se veut premium d'une certaine manière. En partie basse, on vient te donner un peu de dynamisme en venant creuser le bas de caisse et le bas des portes. C'est des éléments qui sont appréciables. Tu pourras noter les poignées affleurantes qui sont vraiment un atout sur cette voiture parce que, encore une fois, ça permet de lisser très tranquillement le profil et du coup, ça fait une voiture un petit peu plus agréable à regarder. À l'arrière, c'est là où, à mon sens, vraiment DS9 est parfaite et pour le coup, là, tout de suite, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous avez cette petite signature lumineuse qui ne sert pas à grand chose, mais qui apporte un peu d'identité. Ce que j'aime bien également, c'est l'intégration du feu stop ici, dans ce petit repli tout léger, très fin, vraiment tout en intelligence. Le début du haillon avec ce petit relevé qui fait un effet spoiler, j'apprécie. Et même l'insertion des chromes que, par exemple, sur DS7, certains trouvaient un peu trop chargé. Je trouve que sur DS9, ça marche bien. Même ce petit sabre qui vient déborder sous le feu pour embrasser le profil, à mon sens, ça marche bien. Et même si on va sur la partie basse, ce que j'apprécie, c'est que c'est dans la simplicité, mais ça vient donner un côté un petit peu musclé, si je puis me permettre. Et en plus, certains seront heureux de savoir que je peux véritablement insérer ma main. Là, je suis dans le pot d'échappement, c'est pas très agréable, mais véritablement des deux côtés. Ce sont bien évidemment des décorations, mais derrière, il y a de véritables échappements. Vous serez heureux de le savoir. Honnêtement, DS9, à mon sens, vraie réussite. Franchement, peut-être effectivement qu'elle arrive un peu tard, donc ça mériterait déjà des petites mises à jour à l'avant. Mais dans l'ensemble, on a vu la voiture rouler et je crois que c'est une véritable belle berline française qui se veut premium. Du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a les outils, est-ce qu'elle a les options, les technologies pour pouvoir se prétendre comme une vraie berline premium. Et c'est évidemment ce qu'on va aller vérifier. Et du coup, il faut qu'on aille à l'intérieur. Point qu'on a noté, il faut savoir que c'est des prototypes, mais il faut écraser comme pas possible le frein pour qu'elle prenne en compte que tu lui demandes de démarrer. Vous pouvez voir la petite montre BRM qui vient de sortir. Et parlons un peu de cet habitacle. Honnêtement, maintenant qu'on a passé un peu de temps sur la route avec, ça fait quand même assez classieux. Et le travail qu'a réalisé DS est quand même assez impressionnant. Alors on est quelque part assez proche d'une DS7, mais il y a un vrai travail sur les matières, sur le côté noblesse de cette voiture qui est assez appréciable parce qu'en fait, tu peux voir, il y a du cuir partout. Ici, on est sur un intérieur européen
Et honnêtement, sous les yeux, il y en a de partout. Le petit détail que j'ai pu noter pendant qu'on conduisait, c'est que j'aurais bien voulu que le volant soit un petit peu plus moussé. C'est une voiture qui se veut confort et c'est vrai qu'il est extrêmement dur. Vraiment, il n'est pas du tout matelassé. Ensuite, ici, tu vas voir une petite zone de rangement. On a ici les gobelets, mais tu as également une petite couverture de cuir, le petit rangement central qu'on connaît. Et puis vraiment, parlons un petit peu des sièges parce que c'est quelque chose qu'on connaît, ce petit effet montre-bracelet. Vous avez également le petit guillochage point perle, technique à dire. Et à l'intérieur, c'est difficile de trouver des points critiques parce qu'il y a des petits éléments qui font vieillot, comme ici l'intégration des boutons et le petit bouton de changement de mode à l'ancienne, ou les commodos, les palettes qui sont, yes, un petit peu old school. Mais tu vois, ils ont essayé de faire en sorte que partout ce soit soigné. Même le pare-soleil est en Alcantara, le toit est en Alcantara, et franchement, du plastique, il en reste pas beaucoup. Ici, un petit plastique noir glossy et ce fameux écran tactile qui marche presque bien, sauf quand on commence à toucher à la navigation où honnêtement, à un moment il nous a lâché, à un moment il nous a vraiment lâché, là tu vois il répond, et quand on a lancé la navigation, on verra tout à l'heure, vraiment il y a des moments où il nous a dit on n'est pas là pour ça. Et honnêtement, il fait un peu old school, surtout que le problème, c'est qu'il a existé une certaine DS4 dont on reparlera dans quelques instants. Il y a aussi les aérations qui sont peut-être un petit peu... Elles auraient été optimisables pour du premium. Hein. C'est vrai qu'on a des contours plastiques et des matières relativement simples. Un petit œil du côté de la boîte à gants. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de quoi faire, comme vous pouvez le voir. Il y a mon drone, la télécommande du drone, comme quoi vraiment il y a de l'espace. Et vraiment, de manière générale, cette voiture me bluffe un petit peu sur son intérieur parce que en termes de prix, même sur la version la plus haute qui a 69 700 €, il t'en offre beaucoup. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que tu aies autant de cuir partout pour le même prix chez les Allemands, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ils se sont donné du mal parce qu'on peut même se rendre compte que au niveau des tapis, il y a, ils sont un petit peu plus volumineux, voluptueux que sur une voiture classique. Et même la mousse qui est choisie en partie basse est attentive, ils y ont mis de l'attention. Could you hold me tight? Don't turn off the lights. I don't wanna fight with you. Et on va également prendre 3 secondes pour regarder la contre-porte parce que je trouve que ça traduit bien ce que DS essaye de faire. C'est-à-dire que véritablement, ils veulent te donner beaucoup de matière noble. C'est-à-dire que sur tous les points de contact et visuels, tu peux voir que le cuir, il est de qualité, il est incroyable, il est beau, il est mignon. Et après, en partie basse, évidemment, il faut un peu rattraper. Donc on est sur du plastique simple. Mais on a une belle moquette à l'intérieur du vide-poche. On a également sur cette voiture un système focal Electra. Tu peux le voir ici, tu peux le voir ici. Et on a testé, ça sonne de manière qualitative. Et allez, viens, on chipote quand même 3 secondes. Parce que je note quand même que le petit plastique ici pourrait être un peu plus qualitatif. Mais honnêtement, c'est des petits détails, ne leur en voulons pas. Regarde-moi ce travail sur les cuirs. Ça fait déjà relativement plaisir. Allons chercher Monsieur Kwame. Les amis, on est à bord de DS9 et évidemment, il fallait que je teste les places arrière parce que c'est aussi une voiture dans laquelle il fait bon se faire conduire. Comme vous pouvez le voir, je me suis installé de manière optimale et essayons de constater un peu ce qu'il se passe. Au niveau du moelleux du siège, j'avoue que même l'appui-tête pourrait être encore un peu plus moelleux. Le parti assise est plutôt bonne, on a une bonne allonge en dessous des jambes. Un des points qu'on a pu noter, c'est qu'il est possible de régler directement le siège en avant et en arrière ici. Par contre, là, vous pouvez voir qu'il est incliné à son maximum et c'est vrai que ce serait pas mal s'il pouvait aller encore un peu plus loin. Le truc aussi qui est un peu dommage, c'est que là, vous voyez, il n'est pas vraiment possible de venir passer de manière agréable ses pieds sous le siège avant et ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, en termes de sensation, Jordan est en train de me conduire délicatement. On sent que la voiture est quand même relativement confortable et ici, sur notre version Opera, on a l'accoudoir option plus top, trop bien, avec une zone de rangement ici et notamment des ports USB et également un petit astucieux rangement qui va vous permettre de venir placer votre téléphone. Donc théoriquement, ça veut dire que vous pouvez même faire passer les câbles délicatement et continuer de le charger. Ici, vous allez avoir des portes gobelets intelligemment situées. Et le petit défaut que je vais noter, c'est que ça, là, ce plastique glossy qui a l'air de prendre les traces de doigts, les rayures, et ben ça fait pas très premium. J'avoue que là, sur cette matière-là, quand même,
Écoutez, on est vraiment sur un plastique très simple et c'est un petit peu dommage. Par contre, le truc qui est fort sympathique, c'est que on a la possibilité d'avoir un siège ventilé, un siège chauffant, ou il y a même le massage, et sur les 4 places avant et arrière. Il y a un petit gros presque défaut que j'ai pu noter, c'est en termes de matière, cet élément. Là, le bloc central là, alors que vous pouvez voir, les dossiers des sièges est super soigné avec du beau cuir. Pareil au niveau du toit qui est en alcantara, la moquette, le travail sur le tapis est plutôt qualitatif. Et puis doc, vous avez ce bloc plastique basique qui n'a pas été recouvert de cuir à cet endroit à l'arrière, alors que c'est, comme je l'ai dit, une voiture dans laquelle également les passagers vont venir s'installer. Et c'est vrai que ça là, c'est quand même un petit manquement de DS9 qu'il aurait fallu rattraper. Et puis après, on peut voir qu'on peut contrôler la température à l'arrière et également la ventilation avec un écran dédié. Ça, c'est assez sympathique parce qu'en plus, comme je suis en train de commenter et qu'il fait plutôt beau aujourd'hui, j'ai chaud. Et également, un truc qu'on a noté, c'est qu'il y a des petites lumières d'ambiance. Jordan, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu peux me changer les lumières d'ambiance? Vous pouvez voir ici, très légèrement, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, on a un petit insert lumineux fort sympathique qui de nuit doit plutôt bien marcher. Et vous pouvez même voir qu'on a un insert lumineux dans la coudoir qui du coup fait que de nuit, très probablement, c'est parti, petite animation sur le changement de couleur, vous pouvez voir qu'on a des possibilités qui sont faites ici. Et du coup, ici également, ça change la couleur. J'espère que vous le voyez bien. Mais ils ont quand même essayé de vous mettre un petit peu d'éléments modernes, de petites LED qui viennent conforter votre cœur et s'associer à vos émotions si vous le souhaitez. Honnêtement, en voiture taxi, le confort est quand même bien présent. Mais la question, c'est aussi qu'est-ce que ça donne au volant? Et vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Eh ben tiens, regardez une petite performance line. Vous pouvez noter que tout ce qui est chrome sur la face avant, en fait, en réalité, passe en noir et que, honnêtement, ça lui donne un look badass. Il lui manquerait plus qu'une calandre un peu plus particulière, spécifique à ce modèle et une partie basse sur le pare-choc avant qui soit un peu plus agressive et cette performance line serait au top. Et attendez, avec un peu de chance, on va voir l'arrière. C'est tout mignon, tout beau dans quelques instants. On peut noter du coup que tous les chromes passent en noir et que ça lui donne un petit rendu que moi que j'apprécie beaucoup. Il lui manquerait plus que les jantes de 20 pouces pour vraiment avoir le style parfait pour moi. La version Performance Line a vraiment un beau charisme. J'ai dit charisme pour une voiture, excusez-moi. Mais honnêtement, regardez, en termes de prestance, ça le fait vraiment bien. Très belle berline et beau popotin. Quand même. Ah, et là, voilà, il se passe des trucs et il se passe des belles choses. On vous présente la version DS9 hybride de 360 chevaux. Eh bien les amis, du coup me voilà au volant de DS9 et c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est une voiture qui dans un premier temps est relativement agréable. Alors là, la bonne question c'est est-ce que je ne sais même pas sur quel... Je suis en mode hybride, donc mon moteur thermique est prêt et honnêtement, c'est une voiture qui est confort, véritablement confort et c'est très appréciable parce que on sent qu'elle a été paramétrée pour absorber au mieux la route. On a un système de caméra qui regarde devant nous, lit chaque aspérité et prépare un petit peu les amortisseurs, les suspensions pour faire en sorte de vraiment gommer autant que possible les défauts de la route et honnêtement je le ressens bien parce que c'est très, très fluide, très léger et même au niveau de la direction, on sent qu'on est sur un véhicule qui est pensé pour être conduit en toute simplicité et sans trop d'efforts. Il y a un mode sport et vous savez quoi, autant qu'on l'active tout de suite pour voir un petit peu si la direction se durcit, s'il se passe quelque chose. Je vais même désactiver le maintien dans les voies et honnêtement, regardons un peu ce qui se passe. La direction me semble un petit peu plus ferme et en fait ce qui est aussi vraiment cool avec la voiture c'est qu'elle a un train bien. Elle a un très bon maintien de caisse qui fait que même si c'est confort, on a une voiture qui prend pas spécialement du roulis, c'est très agréable à rouler, à bonne allure et honnêtement même si c'est pas spécialement une voiture qui me donne envie de faire ça, de ce côté-là vous n'aurez pas trop de problèmes, on sent que c'est une voiture qui a été travaillée de manière intelligente parce que concrètement elle est capable à peu près de tout faire. Ici, on est sur une version hybride de 225 chevaux et en réalité, vous savez ce que je trouve problématique, je ne sais pas si vraiment c'est comme ça qu'on peut la définir, mais
c'est quand on commence à aller chercher un petit peu trop le moteur, quand on commence à solliciter un petit peu trop la boîte EAT8, on se rend véritablement compte que c'est ce système, ce groupe moto-propulseur qui fait le défaut du groupe Stellantis. Parce que tant que vous ne lui demandez rien de particulier, vous conduisez en détente, vous laissez la boîte EAT8 faire le job, honnêtement, aucun problème. On a une boîte qui est efficace, qui se passe les rapports de manière très silencieuse, tout se passe bien. Le moteur est relativement discret. Par contre, attendez 3 secondes, je vais aller tout droit et je vais vous montrer un truc qui, moi, personnellement, peut m'embêter. Alors là, on est en mode sport, donc peut-être que ça va mieux marcher. Je mets pied au plancher maintenant. Il vient de se passer un temps quand même assez conséquent avant que le moteur se mette en marche, que la boîte se dise tiens, il a besoin que j'y aille. Là, elle était prête, elle était plus dans les tours. Mais c'est ce manque de réactivité, ce manque d'intelligence qui fait qu'il y a plein de moments où tu sens que, en fait, faut pas l'embêter. C'est un peu comme on avait pu le découvrir sur la Peugeot 508 PSE. Il ne faut pas trop en demander. Si vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas très exigeant en conduite, etc., no problemo. En dehors de ça, ça devient un petit peu compliqué et du coup, les personnes exigeantes qui potentiellement peuvent être intéressées par le style de la voiture, par le confort offert à l'intérieur, mais qui sont habituées à de la boîte allemande, à des motorisations allemandes, trouveront sous cet aspect-là un défaut qui, à mon sens, mériterait d'être amélioré avec un nouveau groupe motopropulseur plus efficace, avec une boîte EAT8 un petit peu plus rapide, un petit peu plus à l'écoute des demandes de dernière minute du conducteur pour pouvoir envoyer la sauce de manière plus vive. Oh là là, par contre, c'est vraiment bien réglé. Hein. En châssis, pour une voiture comme ça, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit aussi efficace. Et à partir de là, franchement, cette DS9, elle serait parfaite parce que au niveau du suspension, au niveau du confort de conduite, au niveau moi de mon placement au volant de la voiture, honnêtement, j'ai rien à dire. Et à vrai dire, depuis qu'on a la voiture, avec Jordan, on roule comme des papis parce que c'est tellement facile, c'est tellement détente, c'est tellement confort, c'est tellement agréable d'être posé à la voiture, l'insonorisation est bonne, même la sono est bonne, et du coup, de ce côté-là, c'est bien quoi, c'est bien, mais dès que vous allez commencer à titiller un peu le moteur, là c'est compliqué. En fait, les quelques défauts que je viens de citer ne sont à mon sens même pas un vrai frein à l'achat d'une DS9. En effet, Peugeot a bien prouvé avec le 3008 par exemple que même avec une boîte automatique optimisable, il était possible de trouver sa clientèle. Car oui, les besoins clients sont souvent loin des exigences que l'on peut avoir en tant qu'essayeur un peu pointilleux. En fait, la réalité est même très souvent que les clients ne touchent même pas aux palettes derrière le volant quand il y en a, voire même au mode de conduite et laissent la voiture faire son job sur les routes de la vraie vie qui mèneront rarement la DS9 à être poussée dans ses derniers retranchements. Non, le vrai défaut à noter sur DS9 est à mon sens ailleurs. En vrai, vous savez quoi, je viens de m'arrêter 3 secondes et je voulais vous parler des vrais défauts de cette voiture parce qu'il manque pas grand chose. Mais là, regardez, on est sur une voiture qui se veut premium, qui se veut le luxe à la française et regardez la qualité de la caméra de recul. Même le système 360 galère un petit peu et véritablement pour moi, sur DS9, le problème se trouve ici, sur les technologies qui ne sont pas totalement au point. C'est-à-dire que certes, le caméra qui lit la route, la vision nocturne, super bien. Mais l'interface qui est en communication avec le conducteur n'est pas du tout au top. On est sur un système qui est daté. Il y a des moments où le GPS nous a juste dit « laissez-moi tranquille ». C'est-à-dire que là, à un moment, on voulait zoomer, il nous a dit « stop », on a l'image. Vraiment, il y a un moment, ça n'a pas suivi. Et même si dans la globalité, c'est plutôt réactif, il existe une voiture qui s'appelle DS4 qui est équipée d'un nouveau système multimédia beaucoup plus évolué et qui devrait déjà être disponible dans DS9 parce que tu ne peux pas faire une voiture comme celle-ci avec une caméra de recul aussi mauvaise. C'est pas possible de faire ça. Véritablement, regardez, c'est de la bouillie de pixels et autant ça pourrait à peu près être acceptable sur 508, sur cette voiture, ce système n'est pas au niveau et c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est grave ? Honnêtement, pas tant que ça, parce qu'on a vendu de la 508, parce qu'on a vendu de la 308, parce qu'ils vendent du 3008 à gogo dans le groupe et ça ne pose pas problème alors que le système est le même. Mais là, clairement, quand on a présenté DS9 en 2020, ça passait, on est en 2021, on a vu DS4 et ce système, au moment de la mise en vente de cette voiture, devrait être mis à jour avec le nouveau système du groupe Stellantis. Et c'est pas le cas et j'avoue que ça c'est un point problématique. Les amis, il faut que je vous montre un petit truc parce qu'on a découvert par mégarde que la banquette arrière, ah mais
elle fait un poids qui est incroyable. On est franchement entre 30 et 40 kg. D'ailleurs, on peut voir que, en fait, c'est comme il y a le système de massage, le système ventilé. On m'a également dit qu'il y a des normes au niveau des chocs bagages qui doivent être pris en compte. Regardez, à une main, à quel point... Oh, punaise! Et c'est incroyable. Donc, il y a du taf. Pour le coup, il y a du taf. Et si vous croisez une DS9, essayez de rabattre la banquette. Le poids que ça fait est impressionnant. Il fallait que je vous en parle. Les amis, on arrive à la fin de cet essai et franchement, cette découverte est quand même assez sympathique. Je vous l'ai dit, il faut être honnête, ce n'est pas parfait. Et même la voiture arrive peut-être un peu trop tard. Toujours est-il que malgré le fait que les technologies soient optimisables et que même le côté premium pourrait peut-être aller encore un peu plus loin, je suis content de découvrir cette voiture et que vous voyez, elle est posée là. Depuis tout à l'heure, on l'observe, on fait des images avec et que c'est une voiture qu'on prend plaisir à filmer, que ce soit à l'avant, à l'arrière, du profil. On essaye de chercher la belle lumière, on essaye de tout faire en sorte pour la mettre en valeur et c'est un truc qu'on fait avec plaisir. Des fois c'est difficile sur certaines voitures et ce n'est pas le cas sur DS9. Est-ce qu'ils auraient pu aller plus loin? Clairement oui, mais déjà le fait qu'en 2021 on ait encore de la part des Français une proposition de berline qui essaye de pousser un peu les curseurs, c'est un bon point. À l'intérieur on est bien, il y a du confort, il y a du travail sur les matières, il y a une sorte de volonté de proposer quelque chose. Est-ce que moi je vais cracher là-dessus? Honnêtement non. Et si vous êtes potentiellement intéressé par cette voiture, allez y jeter un œil, allez vous installer à l'intérieur parce que malgré le fait que certains points sont optimisables, concrètement, cette DS9 elle me plaît bien et plus je la regarde, plus je me dis que c'est déjà une chance qu'elle ait fini par arriver sur le marché.